Restez au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour le 20h de ce samedi. Au sommaire, le démarrage du 4e cours d'état-major à Pia dans la préfecture de la COSA au profit de 28 officiers. Ce cours qui s'inscrit dans une dynamique de renforcement de compétences des forces armées togolaises a été lancé par le chef d'état-major des FAT, le général de brigade Dadja Maganawe. Le dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus organisé ce samedi au Centre international de cancérologie de Lomé. Une séance de sensibilisation était également au programme. En savoir davantage dans ce journal. Et puis, week-end de fête traditionnelle au Togo, au Gbezan, dans la préfecture de Yotor et à Djinoukouzan, dans le Vaud. Les festivités se sont déroulées en présence de Madame le Premier ministre Victoire Tomiga Dogbe. Reportage à suivre en fin d'édition. Voilà pour les titres. Bienvenue. Le 4e cours d'état-major des forces armées togolaises a débuté à Pia dans la commune Kosa 2. 28 officiers, dont 4 personnels militaires féminins, y prennent part. Cette formation va leur permettre d'acquérir un haut niveau de connaissances militaires générales nécessaires à l'exercice du commandement. Nestor Mouzou. Ces officiers des FAT, forces armées togolaises, du grade de capitaine au grade de commandant, sont en stage à Pia. Ils sont à la quête du diplôme d'état-major. L'école d'état-major est l'héritière du cours supérieur de guerre et des officiers d'état-major fondé par le duc de Choiseul en 1766. Elle a pour intérêt de transmettre les compétences tactiques, interarmes et organiques et de renforcer les savoir-faire et savoir-être dans la continuité et la formation des officiers en vue de leur permettre d'acquérir un haut niveau de connaissances générales militaires nécessaires à l'exercice du commandement. La particularité de ce stage réside d'une part dans son effectif revu à la hausse, dans l'intégration du personnel féminin et d'autre part dans l'intégration des modules du cours de formation de futurs commandants d'unités réduits et un stage d'immersion à l'opération Kundouaré. C'est pourquoi sa durée est passée de 6 à 7 mois. Pour ce 4e cours, 28 officiers y participent, 24 hommes et 4 femmes. Mes attentes, elles sont nombreuses. D'abord, je veux pouvoir, à la fin de ce cours, être en mesure de commander une force opérationnelle. Je veux pouvoir travailler aussi bien au sein d'un état-major militaire ou d'une direction sur le plan national ou international. Je veux que mon passage ici, dans cette école, soit vraiment fructueux pour moi et que je ressorte grandi. Pour le chef d'état-major général, en plus des capacités matérielles, les hommes et femmes des forces armées togolaises doivent acquérir les capacités intellectuelles propres au combat et adaptées à la guerre asymétrique. Le cours d'état-major répond donc à ce souci. Nos femmes et nos hommes doivent recevoir des valeurs, des savoir-faire et des savoir-être indispensables pour combattre ces menaces multiformes. Ce stage s'inscrit donc dans cette quête de renforcement des capacités des FAT. Mesdames et messieurs les officiers de la 4e promotion du cours d'état-major national, le cours d'état-major constitue le premier degré de l'enseignement militaire supérieur. Il vous permet d'acquérir des outils indispensables à la compréhension et à l'évolution de l'environnement militaire actuel, dominé par multiples défis sécuritaires. Aussi, vous prépare-t-il au combat. Je ne saurais clore mon propos sans rendre encore une fois un vibrant hommage et un hommage appuyé au chef des armées, son Excellence, M. Faure Essouzumna Nyasingbe, qui attache continuellement du prix à la professionnalisation de notre armée. Le premier cours de l'école d'état-major de Pia s'est tenu en 2012. Un an après a suivi le 2e. C'est en 2016 que le 3e a eu lieu. Tout
Toute autre chose, la santé et le dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus. L'opération se déroule au Centre international de cancérologie de Lomé. Une séance de sensibilisation sur le cancer a eu également lieu. Eliagba Niadao. Elles veulent avoir le cœur net en ce qui concerne leur statut mammaire et utérin. Ce troisième dépistage gratuit du Centre international de cancérologie de Lomé répond bien à la logique de prévention et de dépistage précoce recommandée en matière de cancer. Ces femmes ont la bonne information. Beaucoup de femmes ignorent cette maladie-là, mais qui tue. C'est pour cela que je me suis dit, il va de bon temps que moi-même, je fasse aussi ce dépistage pour que je sache ce qui m'attend aussi. Chance ou malchance, c'est selon. Les amis de Marie-Thérèse relèvent des signes suspects qu'il faut confirmer par des examens plus approfondis. La biopsie pour commencer. Surprise et sans moyen, elle peut remercier sa mairie de résidence. Et nous, écoutez, on l'avait quand on l'a dit, on l'a décidé quoi, mais on l'a analysé, mais on a pas venir Nous avons appris qu'il y a eu une maman qui présente une pathologie au niveau du sein. Nous avons, au nom du conseil municipal, pris l'engagement de payer l'analyse de cette pathologie. À partir de 50 ans, la femme doit être alertée sur son corps. La surveillance entamée depuis le plus jeune âge doit se voir renforcée. En faisant le dépistage systématiquement à une fréquence donnée, on arrive à surprendre le cancer dans son développement. Lors du dépistage, on a fait une mammographie, qu'on a trouvé le cancer. À ce stade, si on trouve un diagnostic, un cancer, le traitement est facile à faire, le traitement est moins coûteux. On enlève le sein à la femme quand elles arrivent à un stade très avancé de la maladie. À partir de 50 ans, pour le dépistage, on conseille de faire la mammographie. Parce que quand le cancer commence au début, c'est comme des grains de sable dans le sein. Aucune main ne peut aller le détecter. Donc, tous les 2 ans, il faut le faire. Le Centre international de cancérologie de Lomé est opérationnel depuis 2021. Chimiothérapie, radiothérapie et autres examens en imagerie. Il propose des traitements de cancer de pointe, de quoi raccourcir le parcours autrefois plus compliqué pour les patients togolais. Santé toujours avec l'approche contractuelle, le projet a pris en compte le centre hospitalier de Dapaon en vue d'une amélioration significative dans la prestation de soins au Togo. Un accent particulier est mis sur la rénovation des infrastructures d'accueil, des services et de renforcement du matériel de travail. Les impacts de l'approche contractuelle sur les patients, c'est avec Gérard Lagoudou. C'est depuis le 19 juin 2018 que le projet de contractualisation des formations sanitaires couvre le centre hospitalier régional de Dapaon. Rendre saine la gestion de cette structure sanitaire, garantir les soins de qualité et à coût raisonnable à la population, puis augmenter le taux de fréquentation sont quelques-unes des ambitions définies. Aujourd'hui, la contractualisation a prouvé son efficacité au CHR de Dapaon. Les services de néonatologie et de pédiatrie ont été réhabilités et équipés avec l'augmentation du nombre de couveuses, de berceaux et de lits d'hospitalisation. Comment les choses se passent maintenant, on remercie le gouvernement. Les salles sont adéquates, ils ont de la place, les accompagnants et les enfants. Autre service pris en compte, réa chirurgicale. Au-delà des travaux de réhabilitation, la capacité d'accueil a doublé. Ça permet d'installer certains malades jusqu'à 20. Avant l'embouteillage qu'il y avait, un malade qu'on vient d'opérer, quand il y a un accident de masse, le même jour on est obligé de lui prendre pour l'amener quelque part. Mais maintenant au moins, il y a un soulagement. Dans la médecine générale, la prise en charge sociale est en marche. La famille combattée vient d'en bénéficier. On m'a dit que j'ai combien?
Je dis, il n'y a pas l'argent, c'est 10 000 seulement que je tenais. Donc, ils ont pris 10 000 francs, ils ont fait analyse. C'est l'argent qui reste là, j'ai pu payer le produit. Tout mon corps me fait mal. À cause de ça, je suis arrivé ici. Bon, on m'a soigné, on m'a bien soigné. Mieux soigner nécessite la disponibilité en permanence des produits pharmaceutiques. Le taux de disponibilité 2021 dépasse largement 90% au CHR d'Apaon. Lors des gardes, on prescrit, des fois ils étaient obligés de sortir pour aller chercher les médicaments en ville dans les officines. Maintenant, quand même, je pense que là, la situation s'est améliorée. L'approche contractuelle a également permis d'équiper le service des laboratoires. Automate de biochimie, la centrifugeuse à 12 trous, l'automate d'hématologie à 5 différentiels, coagulomètre, analyseur d'ions, spectrophotomètre et bien d'autres encore pour renforcer le matériel d'analyse existant. Non seulement les résultats sont beaucoup plus améliorés, mais il y a aussi une rapidité dans la réalisation des différentes tâches. En matière d'accueil et de consultation, l'approche contractuelle a permis de passer de 23 496 à 25 456 patients de 2018 à 2021. Le taux de guérison est passé de 78,2% à 88,31%. Le taux d'évasion a chuté de 2,11 à 1%. Maintenant qu'il trouve mieux de satisfaction, il reste aussi longtemps pour écouter les conseils du personnel soignant. Augmenter le taux de fréquentation, oui, mais pas seulement qu'aux vivants. Une part importante est également réservée aux dépouilles mortelles. La morgue du CHR d'Apaon est complètement réhabilitée et équipée. Nous avons pu augmenter 3 casiers et nous sommes maintenant à 12 casiers. Il n'y avait pas de chambre froide, mais nous avons fait une extension de ce service pour avoir une chambre froide qui a une capacité de 10 corps minimum. Et ça a permis aussi d'améliorer les conditions de travail des agents qui sont ici. Nous avons pu changer de moteur et actuellement, le moteur acquis nous permet vraiment de fonctionner sans difficulté. Le CHR d'Apaon dessert une population d'environ 1 million d'habitants en accueillant les malades référés des districts sanitaires des préfectures de la région des Savanes ainsi que des patients venant des pays voisins, notamment le Bénin, le Burkina Faso et le Ghana. Les bonnes pratiques d'hygiène dans la préparation et la vente des aliments de rue inculquées aux tenanciers de Foufou Bar et restaurants de Lomé, une initiative de l'ONG Vétérinaires sans frontières suisse afin de les amener à adopter de bons comportements pour le bien-être des consommateurs. Issaka Ouna. Foufou Bar chez D'Angèle, c'est ici que Etienne prend habituellement son déjeuner. Ça fait des années que je viens ici. Tous les midis, je passe ici avant de rentrer chez moi. C'est comme si c'était un rituel. Les Togolais sont nombreux à fréquenter les restaurants de rue, du repas du matin à celui du soir en passant par le stratégique déjeuner. Les consommateurs concoctent leur santé par les mains de divers manipulateurs de denrées alimentaires. La moindre négligence pourrait occasionner d'importants dégâts. La branche togolaise de l'ONG Vétérinaires sans frontières suisse anticipe les risques des aliments de rue. Nous avons parlé des dangers. Nous avons parlé des 5M pour pouvoir maîtriser ces dangers, c'est-à-dire que ce soit le milieu, l'environnement de travail, la main-d'œuvre, la méthode, la matière première ou le matériel qu'elles utilisent, comment est-ce qu'elles vont sur les marchés faire le choix même des animaux à abattre et l'importance d'aller se faire abattre ces animaux-là dans les abattoirs certifiés surtout par l'État. Information qui va suivre parce que au fur et à mesure les qui m'y sans voir big back place so pe bon que n'y m'y sans voir obe m'y avec coulondia bon n'y tom sana alcool et des fois alcool des fois chavel voilà mais migdo vinaigre be echanya na microbe on le clondi kudo tabasusu. Cette formation, Audrey en a déjà été bénéficiaire. Depuis son retour, les habitudes ont changé. Nimuke wotabli kudo bonena et vigno parce que mi va formation ni soyé au fait comprendre mi benani mi da on dube nu wa je benani mi no so tabli mi no bla mi no chon cash ni mi aso
et nous coucou a chon alomia blata que mise on redia en poebe ameroko va dans les miagbo les filles Georgino. Des changements confirmés par Isabelle, volontaire de l'ONG Vétérinaires sans frontières SUS, venue faire le suivi post-formation. Nous avons vu que l'environnement est propre. L'environnement touche le milieu de la restauration. Et nous avons vu aussi que la manipulatrice, elle a observé les bonnes pratiques d'hygiène au niveau du chauffage des aliments. Nous avons constaté qu'elle a un réfrigérateur pour la viande, mais il faudrait aussi avoir un réfrigérateur pour les autres aliments. Les services d'hygiène du ministère de la Santé effectueront régulièrement des descentes inopinées pour contrôler la qualité de l'environnement et des aliments proposés à la consommation. Les bénéficiaires de ces formations de Vétérinaires sans frontières SUS ont toutes les chances de se voir délivrer les certificats de salubrité, garantie sécuritaire pour les clients. Allez, passons tout de suite à l'actualité internationale. Le sommet Afrique-Japon à Tunis pour un développement mené par les Africains eux-mêmes. Le Japon a annoncé ce samedi un soutien à hauteur de 30 milliards de dollars destinés aux pays africains. Ouverture ce samedi à Tunis du sommet Afrique-Japon qui va réunir jusqu'à dimanche une trentaine de chefs d'État et de gouvernement. La 8e édition de cette conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, baptisée TICAD 8, est particulièrement attendue par les décideurs du continent et notamment par le président de l'Union africaine, Macky Sall. Près de 30 ans après son lancement, la conférence de Tokyo pour le développement de l'Afrique continue de tenir ses promesses en déroulant des résultats concrets, notamment dans les domaines de l'éducation, de l'agriculture, de la santé et de l'hydraulique, pour ne citer que quelques exemples. Le Premier ministre japonais n'a pourtant pas fait le déplacement en Tunisie. Il s'est exprimé depuis Tokyo, où il est à l'isolement après avoir été testé positif au Covid. Cela n'a pas empêché Fumio Kishida de rappeler les enjeux de la collaboration avec le continent et la volonté du Japon de jouer un rôle majeur de partenaire économique avec l'Afrique. L'affaire fait grand bruit aux États-Unis. La découverte de documents top secrets chez Donald Trump a permis la perquisition du FBI parmi 15 boîtes de documents conservées à la résidence de Floride de Trump et remises en février par les équipes de l'ancien président américain à l'Agence nationale des archives. La police fédérale a retrouvé des dizaines de documents classifiés, dont 25 portant mention top secret. Des documents extrêmement confidentiels stockés dans des cartons. C'est ce qui a provoqué la perquisition du FBI chez Donald Trump au début du mois d'août dans sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride. L'acte de procédure qui a autorisé cette perquisition a été publié ce vendredi. Il indique qu'en quittant la Maison-Blanche, l'ex-président a emporté puis rendu 15 boîtes de documents hautement classifiés. Un comportement suspect selon les autorités fédérales. Monsieur le Président, est-ce qu'il est jamais acceptable pour un président d'emporter chez lui des documents classifiés et top secrets? Cela dépend des circonstances. Par exemple, j'ai chez moi un espace isolé qui est complètement sécurisé. J'emporte chez moi le briefing quotidien du président. Il est fermé à clé. J'ai une personne avec moi, des militaires avec moi. Je le lis, je le referme et je le redonne aux militaires. Mais après sa défaite, Donald Trump les conserve chez lui au lieu de les rendre à la police fédérale. Et lors de la perquisition du 8 août, le FBI saisit une trentaine de nouveaux cartons, parmi lesquels 25 documents portant la mention top secret. Nous estimons qu'il n'est pas approprié de faire des commentaires à ce sujet. Il s'agit d'une enquête indépendante dirigée par le ministère de la Justice et le président estime qu'il est important que le ministère de la Justice ait cette indépendance. Les enquêteurs soupçonnent l'ex-président d'avoir violé une loi sur l'espionnage. Donald Trump, lui, assure que ces documents avaient été déclassifiés. Revenons en page nationale avec le tour de ville des participants à la 72e session du comité de l'OMS Afrique. Ils se sont rendus au musée national et à l'université de Lomé notamment. À noter que les travaux de la 72e session du comité régional de l'OMS Afrique se sont achevés hier à Lomé. Christine Pété-Kialoudé.
Le Centre d'art et de culture de Lomé, première escale des délégués des 47 pays présents à la 72e session du Forum de l'OMS pour l'Afrique. Ici, tout comme au Musée national, chacun veut saisir l'essentiel des messages que véhiculent ces objets et dessins. J'ai été impressionné de tout ce que nous avons vu, la culture, l'histoire du peuple togolais et également la place stratégique que ce beau palais occupe dans une forêt et également face à la mer. Je crois que c'est très beau. Je viens de découvrir des choses ancestrales, des structures ancestrales que quand j'étais jeune dans mon pays, le Congo-Brazzaville, je voyais les sculptures le faire. Il y a des photos qui sont là, c'est presque un livre. On peut retracer l'histoire de l'Afrique et retracer l'histoire du Togo. C'est très magnifique. À la place de l'indépendance, on immortalise ces instants. Le symbole de l'indépendance, Brahma l'a mieux compris lorsqu'il l'a capturé sur son smartphone. Quand on regarde comme ça, on voit la tête de l'homme. Là, c'est un bras, une main, on va dire. L'autre main là. Et puis on va dire c'est deux pieds. Et la tête est juste au milieu là. Donc en train de se déchaîner en fait. Mais ça, c'est quand on... Voilà. Le tour de la ville de Lomé les a également conduits à l'université. Pour ceux qui ont une fois foulé le sol togolais, Lomé s'est métamorphosé. J'étais venue dans ce pays en 1995 et je suis revenue en 2018 et maintenant, il y a eu beaucoup de changements et ce que j'ai vu m'a beaucoup impressionné. Ça prouve nettement que ce pays, qui est un pays jeune, ce que j'ai vu, peut dans quelques années émerger et ça a déjà émergé. Et je pense que cette organisation, prendre tous les participants, les mettre dans des bus et les faire visiter le patrimoine du pays, c'est une excellente chose. Tous repartent dans l'espoir de revenir un jour découvrir le Togo dans ses profondeurs. Les vacances et diverses activités sont organisées au profit des vacanciers. Certains prennent d'assaut les maisons et centres des jeunes où ils s'adonnent aux travaux manuels, la sérigraphie, le perlage par exemple. Ce programme est dénommé Vacances utiles et citoyennes mises en œuvre par le ministère chargé de la jeunesse. Clarisse Atticlet est allée à leur rencontre en plein apprentissage. Regardez. Atelier d'informatique à la Maison des Jeunes de Lomé. Une cinquantaine d'inscrits découvrent les bases du monde numérique. Pélagie, élève en classe de première, suit les cours depuis bientôt 2 semaines. Avant, je ne savais pas comment manipuler l'ordinateur. Par exemple, comment allumer un ordinateur, comment saisir et un test. J'ai appris aussi comment faire un CV tout en introduisant ton image. Kezia, elle a choisi d'apprendre le perlage pour rendre utile ses vacances. Je suis étudiante en droit à l'ISDI, donc pendant les vacances, j'essaie de faire ce genre de travaux pour avoir plus de connaissances dans les trucs d'entrepreneuriat. Je sais que c'est une source de revenus assez rentable. Même que j'en rêve déjà même à créer une entreprise de perlage, pourquoi pas internationale. Plusieurs autres activités manuelles destinées à occuper sainement les jeunes sont organisées à la Maison des Jeunes de Lomé. Ateliers de dessin, de cuisine-pâtisserie et de macramé. Sandja espère déjà tirer un bon profit pour la prochaine rentrée. La rentrée, en tant qu'élève, je pouvais faire des sacs pour vendre, pour avoir de l'argent pour satisfaire mes besoins. C'est un programme porté par le ministère en charge de la jeunesse. Il est dénommé Vacances utiles et citoyennes. Depuis le 11 et ce jusqu'au 26 août prochain, plus de 250 jeunes en bénéficient. L'objectif, c'est de pouvoir passer utilement leurs vacances, de pouvoir apprendre, mais aussi partager entre les pairs, entre eux-mêmes, des aptitudes, des valeurs qui leur permettent de pouvoir jouer leur rôle en tant que jeunes dans la société. Les centres et les maisons des jeunes sur l'ensemble du territoire offrent ces opportunités durant les grandes vacances. Ici, à la Maison des Jeunes de Togolekopé, ils apprennent à décorer les tapettes et à fabriquer des savons liquides et de Marseille. On apprend aux enfants à faire les t-shirts,
les casquettes et autres objets. C'est le ministère en charge de la jeunesse qui a initié ces activités pendant ces vacances. L'idée principale, c'est d'occuper les jeunes en leur offrant des activités qui puissent leur permettre non seulement de se former, mais d'être occupés et faire des activités utiles. Au-delà des activités manuelles, ces jeunes nourrissent leur esprit des questions pertinentes. Santé sexuelle et de reproduction, drogue, extrémisme violent. Ils doivent sortir de cette expérience imbue de belles valeurs civiques et citoyennes. À propos du concours culinaire Trophée des Amazones, eh bien, les 2 lauréates sont connues. Elles ont reçu leur récompense sur place. Elles vont représenter le Togo en France à la grande compétition La Cuillère d'Or. Clarisse Aticlé. Aujourd'hui, Amazon toujours. Elles sont en attente des résultats du concours gastronomique Trophée des Amazones. Dans la catégorie amateur ou professionnel, elles ont rivalisé de talent pour présenter au jury des plats préparés avec les produits du terroir. Et finalement, c'est Dédé Théodora Akboda qui sera sacrée gagnante dans la catégorie des amateurs sur les 14 candidates. Ce mérite lui a été reconnu par son plat de résistance et son dessert. J'avais fait du pinon. Le dessert, c'était coulis-mangue au fromage. Dans la catégorie des professionnels, Jocelyne Mapotepe rafle la première place. J'ai présenté plutôt un plat du terroir. De ça, j'ai présenté un BCC avec Akoumé en gastro. Moi, mon combat, c'est pour qu'on puisse insérer nos plats du terroir sur nos cartes dans les restaurants et dans les hôtels. Selon le jury, l'authenticité du plat et surtout la beauté de la présentation ont penché en faveur des 2 candidates. C'est la technicité, la façon de travailler, le cœur qu'elles ont pu mettre en fait dans leur façon de travailler et le résultat final, parce qu'elles vont arriver maintenant à Paris dans pas longtemps, donc il faut qu'elles aient un niveau quand même assez élevé. Donc voilà, c'est le petit plus qui les a démarquées en fait pour avoir ce prix-là. Nous avons 2 belles gagnantes qui ont vraiment cuisiné nos produits du terroir et nous avons un jury qui a vraiment noté selon les conditions et je suis très contente et je suis vraiment fière des 2 gagnantes. Dans les prochains jours, les prochains mois, les chefs vont les coacher, les accompagner dans les ateliers pour leur donner une technicité et pour qu'elles puissent représenter le Togo, l'Afrique au concours de la Cuillère d'Or en novembre. Pour célébrer la fin de cette première édition du concours Trophée des Amazones, un gala de dégustation des mets à base des produits du terroir était au programme en lien avec le thème du concours Méli-Mélo de la mer. Il y avait nos produits locaux et il y avait vraiment nos mets locaux. Vraiment, merci à tous les chefs qui ont vraiment joué le jeu. Je sais que ce n'était pas facile, mais vraiment, elles ont relevé le défi. Et je suis vraiment fière et merci à nos chefs. Les chefs cuisiniers et toutes les candidates du concours Trophée des Amazones sont repartis avec des médailles en se donnant rendez-vous l'année prochaine pour la 2e édition. Super Miss régionale Lomé, la couronne est allée à Ayele Senouvoir. L'élection a eu lieu ce vendredi qui va succéder à Jacqueline Tossou, Miss Togo 2022. En tout cas, la course est lancée et on va y revenir dans nos prochaines éditions. Week-end de fête au Togo, les filles et fils de la préfecture de Yoto célèbrent leur fête traditionnelle Ogbezan. Cette fête rappelle les péripéties de l'exode de la population de Yoto pour fuir les barbaries du roi Agokoli. Ainsi, plus qu'un devoir de mémoire, Ogbezan est pour les natifs de Yoto une affirmation de leur identité culturelle. Les festivités se sont déroulées en présence de Madame le Premier ministre Victoire Tomiga Dobé. Clarisse Aticlé. Yoto célèbre dans la symbiose sa fête traditionnelle, Ogbezan 2022. Toutes les filles et fils de la préfecture se sont donné rendez-vous à Tabligo pour la commémoration de cet événement qui est à sa 36e édition. Les vocables de la célébration de Ogbezan 2022 sont plutôt évocateurs. Tous unis pour le développement de Yoto. Pour le développement de Yoto, personne ne sera de trop.
Ensemble, oui, ensemble, on est fort. La préfecture de Yoto regorge de beaucoup de richesses. Nous pensons que la synergie de cette richesse-là peut aider au développement de la préfecture. Donc, au-delà des danses, au-delà des fêtes, c'est de dire travaillons ensemble, main dans la main, dépassons nos divergences pour construire notre préfecture. Malgré la pluie, le Premier ministre Victoire Tomiga Dogbe et des membres du gouvernement ont fait le déplacement de Tabligbo, signe de leur attachement à la préfecture. Les chefs cantons de la préfecture de Yoto ont également répondu à ce rendez-vous qui célèbre leur culture commune. Ils ont réaffirmé leur détermination à fédérer leur population autour d'un seul idéal, le développement. Je demande à toute la population de s'aimer et aller de l'avant pour le développement de la préfecture. Pour l'occasion, des certificats de reconnaissance ont été décernés au cadre du milieu, parmi lesquels Aka Amivi Jacqueline. Elle se démarque par ses actions de soutien aux populations vulnérables de la préfecture de Yoto. C'est pour reconnaître votre analyse, votre détermination, votre amour pour la préfecture et de vous dire de continuer. Ne laissez jamais les bras. Le ministre de la Culture et du Tourisme a, au nom du gouvernement, invité toute la population de la préfecture de Yoto à rester toujours dans la quête permanente de la cohésion sociale entre tous les ressortissants de la préfecture. Nous ne saurions nous empêcher de vous adresser au nom du gouvernement dont nous avons l'insigne honneur d'être le porte-voix en cette heureuse occasion, nos vives et chaleureuses félicitations pour l'initiative de cette rencontre qui aujourd'hui est à sa 36e édition et que nous voulons pérenne et qui porte à juste titre un thème très révélateur. Je cite, « Unis dans la diversité pour un Yoto solidaire et prospère ». Ce thème, au demeurant évocateur, est une invite aux filles et fils de Yoto, sans exception aucune, et sans clivage d'aucune nature, à œuvrer ensemble et dans l'harmonie pour le développement inclusif de votre chère et belle contrée. Yoto affirme ainsi son identité culturelle à travers Oguizon, un nom qui signifie le jour de départ. Il rappelle en effet aux filles et fils de Yoto ce jour fatidique et mémorable où leurs ancêtres ont quitté Notien sous le roi Agokol Ier en 1720. Ils en ont fait aujourd'hui un moment précieux de retrouvailles. Du côté de la préfecture de Vaud, c'est la 36e édition de la fête traditionnelle à Dinoukousan. Les natifs de Vaud l'ont marqué ce samedi, une occasion de retrouvailles pour se ressourcer et évoquer les mannes des ancêtres pour plus de fertilité des terres totalement dédiées à l'agriculture. Tout s'est déroulé sous le regard de la chef du gouvernement, Victoire Tomiga Dogbe, représentant le président de la République à cette fête. On va y revenir plus en détail dans nos prochaines éditions. Ainsi se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo, à suivre le concert party Badamassi et sa troupe théâtrale. Juste après, tout est calé avec Kevin et ses invités. L'édition de nuit sera présentée par Yata Aratem. Très belle soirée à vous.